Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Ce soir, nous abordons une thématique essentielle. Nous savons tous que notre pays, nous nous battons. Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons parce que nous sommes dans le combat pour la production des richesses, afin d'atteindre le développement, pour que chaque Congolais vivant dans ce pays ait accès au minimum et qu'il construise sa propre vision de la vie dans une harmonie générale. Nous nous battons parce que face à nous, l'ennemi est détail, c'est la pauvreté. Cette pauvreté qui a pris pratiquement, pour aujourd'hui, les indices qui nous sont donnés, c'est pratiquement plus de la moitié de notre population. Alors, il faut donc s'engager. Il faut s'engager pour la communauté. Et on s'engage en entrant en politique, on s'engage en prenant des positions qui permettent à ce que la société aille de l'avant. Nous rentrons dans la première sphère, la sphère politique. Vous êtes sans ignorer que beaucoup de Congolais aujourd'hui, qui sont parmi les plus lettrés, les plus formés, ne veulent pas aller faire la politique. Et pourquoi? Parce que ces Congolais estiment qu'en allant en politique, ils s'exposent au jugement parfois des personnes non averties. Aujourd'hui, les politiciens, ceux-là qui ont le courage d'y aller, alors ils souffrent les martyrs, parce qu'il est indéniablement admis que chaque politicien congolais, selon, serait non intègre. Alors ma question est celle-ci. Est-il possible de poursuivre le combat de développement tout en restant intègre? L'intégrité est-elle possible dans la gestion de la res publica? Nous avons vu ces dernières années, tout le monde est mis dans le même sac. Les enfants ainsi que l'eau qui les a servis à être baignés a été jetée. L'opprobre, la dignité des personnes, les réputations sont mises en cause, au point qu'on ne sait pas, entre les voleurs, les détourneurs et les ministres intègres, qui est celui que l'on doit suivre. Vous avez compris, j'ai donc un souci de faire le tri. Est-il possible de le faire? Intégrité et développement, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai appelé deux personnes que vous connaissez, vous allez connaître et certainement aimer. À ma droite, je ne le présente plus parce qu'il est devenu pratiquement un appui pour nous, les médias. C'est M. Al Kitenge. Bonsoir. Bonsoir, M. Kalengai. M. Al Kitenge, vous êtes ingénieur, vous êtes économiste et nous aimons vous présenter comme stratégiste. Donc, vous pouvez élaborer une vision stratégique de ce que peut devenir un corps social. Nous allons donc examiner notre corps social. Et un peu plus en face de vous, un autre invité. Je le reçois pour la première fois parce que ça me fait plaisir de recevoir un compatriote qui vient de loin, Monsieur Pierre-Marie Valéry Ntumba Kalonji. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Willy Kalengai. Merci donc d'accepter de venir. Mais qui êtes-vous pour que les gens qui nous suivent puissent se faire une idée? Vous êtes aussi un ingénieur architecte. Vous avez été formé en Italie, à la Sapienza. Donc, vous avez fait aussi un autre diplôme d'architecture intérieure en design. Donc, non seulement vous construisez des bâtisses, mais vous leur donnez aussi l'harmonie intérieure. Vous avez posé vos bagages dans les pays voisins, Congo-Brazzaville, où vous avez travaillé comme consultant aux grands travaux à Brazzaville. Vous avez travaillé aussi comme consultant à la Banque mondiale. Vous avez travaillé aussi dans ce qu'on appelle le PASIGOF, donc les projets de la BAD. Vous êtes aussi un peu spécialisé dans le montage des devis, dans l'évaluation des travaux, et pourquoi pas, cette expertise vous permet de saisir à peu près la valeur d'une chose. Nous sommes donc avec mes deux invités, nous allons essayer de nous poser la grande question qui est au fond aujourd'hui.
Vous avez tous suivi, il y a une certaine polémique dans le pays. Aujourd'hui, il y a des noms qui sont mis en cause parmi les personnes qui sont élevées en honneur et en dignité. On les a mis en cause parce qu'elles sont frappées par une certaine opinion de cet opprobre du détournement des fonds publics. Rappelez-vous que dans la Bible, quand les premiers apôtres étaient ensemble dans la première communauté, les premières personnes qui ont détourné l'argent de la collecte, juste pour ces personnes-là, ont été frappées de mort. Il est donc indéniable, il est donc incontestable que les personnes qui jouent avec les fonds publics sont à condamner. Mais il est aussi vrai que ceux qui travaillent tous les jours, mais qui sont mal jugés, c'est aussi condamnable. On va donc faire la part des choses. Alors, M. Al-Kitenge, vous regardez le pays, nous venons de traverser pour la première fois une étape, notamment la 6e revue avec le Fonds monétaire international, mais nous la traversons sous les assauts d'une opinion très malveillante à l'égard de la gouvernance financière. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment une bonne nouvelle, aussi comme celle-là, peut être accueillie dans un contexte aussi nauséabond? Merci beaucoup, M. Kalengai. Vous avez omis de dire que je suis auteur du livre Sine qua non, Oui. afin de déraciner la corruption. Oui. Et vous étiez présent lorsque nous avons présenté ce livre. Souvenez-vous que ce même jour-là, nous lancions le Club des hommes intègres. Oui. Nous sommes donc très engagés pour l'intégrité morale à toute épreuve, et nous sommes engagés pour la création d'une communauté critique des hommes qui agissent avec valeur. Et donc nous sommes très à l'aise au cours de votre émission pour répondre à cette problématique qui est gênante. Vous savez, quelqu'un disait un jour « j'ai les mains propres ». Et une réponse était claire là-dessus, c'est de dire « oui, vous avez les mains propres parce que vous ne travaillez pas. Quand vous travaillez, vous avez les mains sales. Oui. » Et donc il est important de se rendre compte que chacun fait son choix. Il y a des gens qui choisissent d'être des enseignants, il y a des gens qui choisissent d'être des consultants, il y a des gens qui choisissent d'être des fonctionnaires de l'État, il y a des gens qui choisissent les métiers politiques. C'est dramatique que comme des crabes, chaque fois qu'un des nôtres monte, nous passions le temps à le faire descendre. Et nous le descendons dans l'opinion de la manière la plus dure, la plus destructrice. Oubliant d'ailleurs que des fois il s'agit d'un père de famille, d'un frère à quelqu'un ou d'une sœur à quelqu'un. Et que chaque fois qu'on dit des choses, il faut être en mesure de les prouver. Et vous savez, lorsque vous dites des choses, il faut être en mesure de savoir qu'on peut vous contredire. Donc laissez-vous ne serait-ce que la marge, surtout lorsque vous parlez sur la place publique et dans l'opinion publique, sachant qu'il y a des millions de personnes qui vont avoir comme seule version la vôtre. Et je crois que là-dessus, nous avons un gros problème de la perception de l'image que nous nous sommes construites pendant 64 ans d'indépendance sur les hommes politiques. Dans nos langages de tous les jours, un homme politique est essentiellement un voleur. Mais comment voulez-vous être un peuple qui donne son destin à des gens que vous considérez comme des voleurs? Je pense qu'il y a un besoin de réconciliation entre le leadership politique qui doit fournir un effort pour mériter la confiance du peuple. Mais on a besoin d'un peuple aussi qui mûrit, qui grandit, qui apprend à discerner le vrai du faux. Nous sommes malheureusement dans l'ère de l'imbécilité collective. Internet a ouvert la voie à tout le monde. N'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe où. Et à un moment donné, on n'a même pas nécessairement les capacités de pouvoir contrôler. Vous parlez de la 6e revue. C'est la première fois dans l'histoire de toute la République que nous ayons eu la discipline pour être en mesure de conduire toutes les différentes étapes. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de la 6e étape, 6e revue, qui nous ouvre l'horizon sur un prêt, appui budgétaire de près de 2 milliards de dollars sur les 2 années qui viennent. Si nous engageons ces 2 milliards de dollars dans l'économie congolaise, il y aura absolument un changement. Mais ça, il faut quand même le reconnaître, ce n'est pas le fait du hasard. Bravo au Premier ministre Sama et à toute son équipe, et de manière particulière au ministre en charge des questions financières.
il faut que nos universités documentent cette capacité que nous avons eue pour la première fois à arriver à ce niveau-là. Toutes les fois qu'on est arrivé, première, deuxième revue ont tombé. Maintenant, on l'a fait. Il faut qu'on documente, il faut que scientifiquement, on soit en mesure de modéliser cela. Mais je voudrais revenir sur le fait que comment on peut être capable de faire autant de choses si bonnes et en même temps être capable d'être jeté en pâture comme si vous ne valiez rien aux yeux de tout le monde. Et donc, il est important que les Congolais sachent la vérité de ce qui est faux. Si quelqu'un a commis des fautes, il faut établir les faits. Si quelqu'un a commis des forfaits, il faut établir les faits et il faut que les instances habilitées soient en mesure de prendre des dispositions correctes. Si chacun de nous s'érige en juge et s'érige en dernière décision, capable de jeter tout le monde en pâture, demain, moi, j'aurais peur d'aller en politique. Simplement pour dire, je n'ai pas envie d'aller salir ma réputation et je n'ai pas envie d'aller prendre des risques complètement inutiles pour des gens qui sont essentiellement ingrats. Et donc, il est important qu'une grande campagne d'éducation citoyenne prenne lieu, aussi bien pour les citoyens que pour les gens qui prennent le risque de prendre des positions de leadership. Il est important que nous soyons en mesure de nous réconcilier et qu'on pose les bases de la valeur ou des valeurs que nous considérons comme étant celles qui dirigeront désormais notre pays. Merci Alkitenge pour cette première introduction. Je disais que c'est avec beaucoup quand même de... On est comme soucieux de ce pays. C'est pas bien que nous qui sommes témoins des changements que l'on peut avoir à gauche, à droite, nous ne puissions pas sauver l'essentiel. Alors, Monsieur Toumba Kwalonji, vous avez étudié à l'extérieur, vous êtes arrivé ici. Il s'agit de deux choses. Hein. Il y a la problématique des grands travaux, parce que le ministre des Finances, parce que pour ne pas le citer, est mis en cause dans un travail de facturation. Alors, en termes généraux, comment s'est fait la facturation d'un ouvrage? Vous avez travaillé, donnez-nous des cas. Vous avez gagné un marché, vous avez fait comment pour facturer un ouvrage? Merci beaucoup, M. Kalingai, pour la question. D'abord, au départ, avant de facturer un ouvrage, on étudie d'abord, on fait d'abord l'étude du secteur, l'étude de l'environnement, avant de facturer. Après avoir étudié l'environnement, c'est là où on va maintenant chercher à facturer l'œuvre que vous avez en face comme marché. Maintenant, je vais directement au point de problématique qu'on a soulevé pour le ministre des Finances concernant les forages. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans un certain nombre de forages à l'extérieur. Le forage, on le facture par rapport à l'environnement trouvé. On ne peut pas arriver du coup comme ça, on regarde la terre plate et puis on facture pour faire un forage là-bas. Nous devons sonder d'abord le sol. Trouver à quel niveau on va trouver la bonne nappe pour trouver de l'eau. Nous allons forer d'abord pour trouver à quel niveau se trouve la roche. Parce que le problème pour qu'on puisse trouver la bonne nappe, c'est après la roche. Il y a des fois qu'on peut trouver la roche à 100 mètres. Il y a d'autres roches qu'on peut trouver à 200 mètres de profondeur. Là, c'est un forage qui doit coûter nécessairement cher. Et quand on trouve une telle profondeur, il faut avoir du matériel de qualité pour que ça marche bien. Il faut avoir du matériel qui coûte. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens critiquent de gauche à droite qu'on a sorti beaucoup d'argent, on a fait ceci, mais ils ne savent pas quelles sont les difficultés que ces techniciens-là ont rencontrées pour facturer comme ça. Ça, c'est un point que je soulève. Je ne dis pas que non, il n'y a pas eu beaucoup d'argent ou comment. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je défends seulement le côté des normes de ce domaine-là. On constate, par exemple, que nous tous, on s'essaie un peu à la construction. Ouais. La plupart des gens qui veulent construire ne vont plus chercher les architectes. On ne signe pas de contrats avec des sociétés de construction parce que nous avons l'impression que ça coûte excessivement cher. Est-ce que ça a un impact? Comment vous vivez cela? Bon, c'est vrai.
sur le plan technique de la construction d'une maison, d'un projet, il y a un grand impact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'une maison, on construit une maison, un immeuble de 6 niveaux, qui arrive presque à son terme et qui tombe. Ça, c'est un point qui ne se fait jamais dans les pays développés. Parce qu'au départ, déjà, on voit qu'il y a la négligence du concepteur. La négligence du concepteur, à quel niveau? Parce qu'il y a un problème de suivi. Moi, aujourd'hui, à tous les projets que j'ai conçus, je les suis de A à Z. Parce que c'est là où on me lit, moi. On ne me lit pas sur le plan argent ou comment, non. On me lit d'abord sur les projets que j'ai conçus, que j'ai créés. Parce que le Dieu de ces projets-là, c'est moi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait de longues études comme architecte. Parce que nous devons passer beaucoup de temps pour d'abord concevoir. Pour concevoir, il faut faire l'étude du sol. Il faut faire l'étude environnementale. Il faut d'abord aussi prendre les idées du client qui est en face de toi. Parce qu'on ne peut pas aller devant un client et directement lui imposer quelque chose. Il doit te démontrer qu'est-ce qu'il veut. Et c'est toi maintenant de prendre ce que lui, il a en lui, et puis de normer ça. Et tout ça, ça vaut un coût. C'est pour cela, à la fin, nous arrivons à une certaine facturation. Et étant donné que nous voulons toujours faire des choses... mais il semble que vous êtes trop cher. Des bonnes choses, mais moins chères, alors les gens taillent. Ils taillent dans les Oui, factures. oui. Alors, nous avons donc eu deux problèmes. Hein. Le premier, il vient de le dire, nous n'avons pas souvent recours à des maisons spécialisées. D'ailleurs, si nous demandons à beaucoup de Congolais comment ils ont fait leur maison, ils vous diront, non, moi, j'ai travaillé avec des maçons. C'est tout. Mais d'autre côté, et je reviens à vous, c'est le financement public. Aujourd'hui, accéder à l'argent public pour faire des tâches, pour faire des travaux à impact social, nous avons l'impression qu'il y a un problème de compréhension du système. Comment se passe ce système dans notre pays? Comment on fait? Comment les ministres des Finances peuvent se retrouver dans une telle situation? M. Kalengai, Oui. je vais commencer par dire que chaque dollar que l'État congolais dépense doit correspondre à un service de qualité ou à un bien de qualité. C'est un investissement. Et donc, nous devons être très attentifs à la manière dont cet argent est décaissé et de la manière dont cet argent est utilisé. Maintenant, toute cette question de passation de marché est très encadrée par la loi. Par définition, il y a celui que l'on appelle le donneur d'ordre. Ça veut dire celui qui décide qu'on va réaliser tel ouvrage ou tel projet. Dans le cas de l'éclairage public dans la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur de la ville. Dans le cas des forages et des stations de distribution d'eau, c'est le ministre du développement rural. C'est eux les patrons des projets. En fait, en réalité, ce qu'ils devraient faire, c'est de faire ce qu'on appelle un cahier des charges qui détermine ce qu'ils veulent exactement. À partir de ce moment-là, plus personne ne peut venir le questionner. C'est son service de contrôle qualité qui détermine si à la fin ce qu'on a livré correspond à ce qu'ils avaient défini. Deuxième chose, ils font ce qu'on appelle les appels d'offres. Ça peut être des appels d'offres ouverts ou des appels d'offres restreints, pour être à mesure de recevoir les meilleures offres possibles. Et à partir du moment où ils ont les meilleures offres possibles, il y a deux choses que l'on regarde. C'est la qualité de l'offre et également le prix. Il y a une troisième chose qu'on regarde des fois, c'est la capacité de l'acteur qui dit qu'il va réaliser et sa capacité à pouvoir le faire ou de l'avoir fait avant. À partir de ce moment-là, les mécanismes sont négociés pour le paiement. Il y a trois types de paiement. Il y a des gens qui disent « je finance ». Quand j'ai fini, vous livrez. C'est plutôt rare. La deuxième, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que je donne une partie d'argent, je commence le travail, et quand j'en arrive à un tel niveau, vous me donnez les soldes. Le solde et la troisième manière, c'est de dire, ah ok, très bien, nous vous donnons l'entièreté du budget, mais vous l'utilisez à telle condition. Dans tous les cas, il faut qu'il s'établisse ce qu'on appelle un contrat entre le donneur d'ordre et le fournisseur.
Le problème chez nous, c'est que en grande partie, les gens répondent à des urgences. Un jour, on décide de faire des puits d'eau en urgence parce qu'il y a Covid. Et les gens se disent, ah, si Covid se propage à la vitesse où ça va, nos milieux ruraux risquent d'être décimés. Il faut avoir accès à l'eau potable. Effectivement, on décide d'avoir accès à des puits que l'on peut faire rapidement. Et on enjambe toutes les procédures. On fait ce qu'on appelle les arrangements de gré à gré. Pour des montants importants, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire les choses. Mais regardez dans l'histoire, ça se passe en 2021 et des contrats sont signés. Et je crois que la personne à qui l'on doit poser la question de savoir quelle est la qualité de l'ouvrage et comment vous justifiez le prix, c'est le donneur d'ordre. Et là-dessus, je pense que aussi bien pour l'éclairage public que pour les stations de distribution d'eau, il faut reconnaître qu'il y a des différences majeures. Je parle de la distribution d'eau. Monsieur Kalengai, un sac de ciment qui coûte 10 $ ici à Kinshasa coûte 50 $ en Bujimaï, coûte 70 $ au Sankuru, Ouais. il coûte 120 $ à Chabunda. Et donc, un ouvrage que vous allez faire ici, un château d'eau en béton que vous allez faire ici, avec un sac de ciment de 10 $, 10 $. vous n'allez pas le faire au même prix à Chabunda. Ces chiffres, je ne vous les donne pas par hasard. Je suis en train d'écrire un deuxième livre sur l'efficacité de l'exécution de PDL 145. Et donc, je parle avec les 3 agences. Et donc, on a des prix de ce genre. Le prix du carburant qui est subventionné à Kinshasa est à 1,25 $. En Bujimaï, il est à 2,5 $. À Cabinda, chez moi, il est à 3,5 $. Au Sankuru, il est à 5 $. Et tout le monde connaît bien l'impact du carburant dans l'exécution des travaux. Et donc, encore une fois là, j'en appellerai aux universités pour être en mesure d'étudier l'impact de tous ces facteurs sur la viabilité des offres publiques. Et quand vous regardez très malheureusement, et moi, curiosité de stratège, j'ai eu accès aux différents dossiers, vous vous rendez bien compte, on a ce qu'on appelle les prix forfaitaires. On vous dit 1000 stations de distribution d'eau à un tel prix. Mais on ne vous donne pas les détails, puits par puits, alors qu'on est en train de parler d'un prix moyen. Alors quelqu'un qui tirait les conclusions faciles en disant à Kinshasa ça coûte autant, oui mais il ne s'agit pas de Kinshasa. Il faut être en mesure de regarder les choses. Et je crois qu'en même temps que vous, journalistes, vous pensez que vous connaissez tout, vous pouvez tout dire à n'importe quel moment, parce que vous jouissez d'un statut spécial, il est important que vous appreniez à apprendre. Ça vous permet de dire des choses en toute responsabilité. Mais moi, le silencieux coupable, c'est l'université. À mon avis, l'université devrait être l'église au milieu du village, capable de renseigner tout le monde, parce qu'ils ont les ressources pour étudier toutes les conditions et éclairer la population. Et je crois qu'il y a un travail à faire, un travail de responsabilité collective. Je dis toujours de manière assez régulière, l'insulte que vous portez sur quelqu'un d'autre, on peut la porter sur vous avec la même aisance. Oui. Et il faut éviter d'être ce peuple qui s'insulte mutuellement. Nous sommes en guerre militaire et politique contre des voisins bien identifiés. Si nous passons tout le temps à nous diminuer, à nous insulter, nous donnons en fait en réalité des arguments aux gens qui sont à l'extérieur de répéter ce que nous avons dit en se déchargeant de toute responsabilité. Donc à un moment donné, il y a un sens de responsabilité élevé qu'il faudrait que nous soyons en mesure de pouvoir pousser au devant. Et la question que vous avez évoquée tout à l'heure, celle de l'intégrité, elle ne concerne pas que les gens qui sont en dignité. Elle nous concerne tous. Tous les Congolais. Tous les Congolais, à tous les niveaux, nous devons avoir des attitudes et des aptitudes d'intégrité morale. Alors, comment expliquer? Il est vrai que les dossiers sous examen, je crois que d'autres instances vont finir par déterminer qui a fait quoi, parce qu'apparemment, je crois que tous ont demandé qu'il y ait une expertise. Le ministre, je crois, des Finances aurait demandé au BTC d'aller examiner cas par cas les prix. Nous saurons certainement. Mais ce qui nous a inquiétés, ce qui a fait que je vous invite aujourd'hui, c'est au-delà du fait lui-même, cette culture de la conclusion facile et de l'insulte. Comment un pays peut évoluer si, pour chaque problème qui se pose, pour chaque contrariété,
c'est la dignité des autres qui est mise en cause. Vous avez travaillé à Brazzaville. Vous avez eu les mêmes problèmes? Comment vous avez vécu avec les autorités par rapport aux œuvres que vous avez livrées? Bon, à Brazzaville, je crois que dans les normes de la faisabilité des choses, c'est presque la même chose. Le peuple, lui, il voit avec d'autres yeux. Mais nous, les techniciens, nous voyons avec d'autres yeux. C'est ce qu'on a toujours dit, que le chef du village ne voit pas le diable. Parce que si le chef du village voit le diable, c'est fini, le village va disparaître. Donc c'est pour vous dire que le ministre des Finances ne doit pas voir, ne doit pas se baser à ce que le peuple dit. Parce qu'il y a les détails que lui connaît face aux techniciens que le peuple ne connaît pas. Parce que ce que moi j'ai appris, ce n'est pas ce que toi tu as appris. Et ce que vous avez appris, excusez-moi. Ce que lui il a appris, ce n'est pas ce que moi j'ai appris. Donc chacun dans son domaine a une certaine force. Mais alors comment on intègre quand même, on ne va pas être naïf. Oui. Les hommes sont quand même aussi véreux. Comment on intègre la notion du vol, du détournement? Parce que quand on a les moyens de l'État, c'est facile de les orienter vers un intérêt personnel. Comment on intègre ça? Vous savez, les gens voient aujourd'hui que le chiffre. Ils voient que le chiffre. Quand on les présente une facture, la première des choses, même les clients, quand tu l'amènes un devis, une facture, ils regardent au bas. D'abord la conclusion. Le chiffre. Mais quand on regarde le chiffre, on doit avoir... C'est pour cela que je veux organiser une série de séminaires que je vais inviter les architectes, les ingénieurs, pour les apprendre aussi, à apprendre aux clients, aux maîtres d'ouvrage, quelles sont les différentes étapes de l'œuvre qu'ils présentent à leurs clients. Parce que c'est par là que le client connaît qu'est-ce qu'il a à faire. Quelles sont les différentes étapes qu'il doit faire face. Parce qu'aujourd'hui, quand tu amènes une facture à ton client, il regarde que le chiffre et puis il a mal à la tête. Les gens voient que le chiffre. Mais or que dans le chiffre, il y a l'environnement, il y a ce qu'on appelle un bordereau des prix, que les prix, ce qu'on a fait à Kinshasa n'a pas le même prix qu'on a fait à Sankourou. Donc, il y a les différents bordereaux des prix qui se définissent sur le même projet. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, il y a plusieurs projets qu'a le ministère des Finances qui ont des prix différents. Et puis, quand les peuples voient, quand les autres voient, ils invoquent directement le vol. Voilà. Je voudrais ajouter deux petites choses. La première, c'est la redevabilité. Ça doit être dans la culture du pays. À n'importe quel niveau, vous devez savoir rendre compte. Donc, il est logique que l'on interroge n'importe qui sur la chaîne de commandement. Il doit être en mesure de répondre et ça ne devrait gêner personne. Voilà. Deuxième chose, c'est l'intérêt que les citoyens doivent avoir vis-à-vis de la marche de l'État, mais aussi de ses propres ressources financières. On a un peuple qui se plaît à rester ignorant. Alors, il ne se réveille que quand quelqu'un ouvre sa bouche et il dit des choses. Et bien entendu, le peuple croit que tout ce qui est dit sur la place publique est nécessairement vrai. Et donc, il est important qu'on commence à apprendre à nous intéresser à l'État. Il y a un budget, il y a l'exécution du budget, il y a les dépenses publiques. Et de manière permanente, au niveau de la commune, au niveau de la province, au niveau du pays, comment on a dépensé, combien on a dépensé et ça a donné combien. Dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les observatoires citoyens. C'est des gens qui se constituent, leur objectif et leur travail, c'est de s'assurer que l'argent de l'État est dépensé correctement. Et ces gens ne vous racontent pas des diatribes. Ils vérifient chaque chose et donnent des informations avec responsabilité. En général, dans leur secteur, c'est des experts. Et je crois que chez nous, on est trop latent. On attend le scandale, on adore le scandale, on attend ce qui fait plaisir à entendre. Mais je crois qu'il faut que nous devenions un peuple responsable. Vous savez, la conséquence de ça, c'est que le temps que nous prenons pour décider et agir est trop long et nous perdons des opportunités. Et je crois que notre pays a besoin de construire un chemin critique qui nous amène au développement, comme le disait M. Kalengai tout à l'heure. Alors, vous gardez la parole...
Vraiment, vous l'avez souligné, je ne l'ai pas dit parce que vous avez tellement fait beaucoup de choses. Vous avez écrit vraiment le livre Sine Qua Non et vous avez mis en place une dynamique des hommes intègres. Oui. Alors, je veux vous regarder dans les yeux, vraiment, pour une fois, je vais vous poser une question de vérité. Vous avez eu accès à ce dossier, vous avez lu l'ensemble des éléments qu'on a mis à la disposition du public. Pouvez-vous, en âme et conscience sur ce dossier, confirmer que le ministre est resté intègre? Je ne vais pas parler du ministre, je vais vous parler des choses que j'ai vues dans le dossier. Par exemple, il y a 5 fournisseurs de lampadaires, et pas un seul. Et le cas aujourd'hui sous blâme n'est pas nécessairement le plus cher. Il est important de regarder tous et d'être en mesure de les comparer. Deuxième chose, j'ai été très attentif à des reportages qui se font sur la ville en rapport avec la qualité des ouvrages. Et je dis encore une fois, et je l'ai dit au départ, normalement, chaque demandeur de services ou de biens détermine les spécifications des biens qu'il a. Mais quand vous regardez les 5 mécanismes qui ont été fournis pour l'éclairage public, ils sont tous différents. Et donc, il devient très difficile de comparer ce qui n'est pas comparable. Deuxième chose, il appartient au corps de contrôle de vérifier à la fois la quantité et la qualité des biens ainsi que les prix. Mais ça fait partie d'un contrat. Si on doit parler de la surfacturation, il faut poser la question à la personne qui a signé le contrat. Et donc moi, je ne suis pas le défendeur du ministre des Finances, ni son ennemi. Je ne défends pas l'IGF, je ne défends pas le ministre du Développement rural. Vous m'avez appelé ici en tant que expert parce que vous avez eu accès. Pour être en mesure de vous donner l'information. Parce que la question fondamentale, je vous ai posé la question, je suis désolé de l'avoir posée de cette manière. Non, je suis tout à fait à l'aise. Voilà, mais parce que nous parlons d'intégrité, oui. Celle-ci doit être préservée. Parce que là où vous n'êtes pas intègre, alors c'est l'opprobre qui tombe sur vous. Absolument. Alors, comment nous faisons pour préserver l'intégrité des hommes publics? Parce que aujourd'hui, la liberté d'opinion, la liberté de penser veut aussi que l'on parle du chef de l'État jusqu'au dernier des citoyens. Les Congolais estiment qu'ils ont le droit d'en parler. Avec respect mutuel. Alors, comment faire pour que ce droit à la vérité, ce droit à la critique ne soit pas une licence à la mise en cause de la dignité et de l'intégrité des gens? Comment on fait? Willy, vous faites bien de me poser la question, parce que dans le cadre de notre programme des hommes intègres, nous avons lancé des enquêtes pour être en mesure de comprendre comment les gens fonctionnent. Le premier secteur que nous avons regardé, c'est le secteur de la justice, parce que le président s'en plaint tout le temps. Et nous avons décidé de lancer ce que nous appelons les avocats intègres et les magistrats intègres. Et nous avons donc tout un critérium. La première des choses, c'est de dire, je voudrais volontairement m'engager dans ce processus pour me faire évaluer. Et vous savez, nous allons créer cette classe de dignité et de fierté des gens qui peuvent se prévaloir de l'intégrité. Nous aimerions de mettre en mesure de pouvoir créer des journalistes intègres, parce qu'il y a des brebis galeuses parmi vous aussi. Nous aimerions avoir des professeurs d'université intègres, nous aimerions avoir des architectes intègres, et nous pensons que c'est des choses qui, comme Transparency International sur les questions de corruption, peuvent devenir à la fois des écoles, ça veut dire qu'ils créent une certaine charte, mais également des observateurs capables de sanctionner positivement ou négativement. Il est important qu'on sache d'où on vient. L'histoire de notre pays a consacré le vol et le détournement comme étant des choses plutôt normales. Et tout le monde sait très bien que la corruption et les fraudes sont des destructeurs de la prospérité collective. Et la responsabilité de déraciner la corruption, je le dis dans mon livre de manière assez claire, revient à la population et donc aux perdants du système. Et donc, encore une fois, nous sommes là sur une question d'un système qui doit être mis en place, et ça, c'est un processus. Mais il doit se mettre en même temps que nous restons un pays entier. Et donc, il est important pour nous de savoir, dès l'école primaire, dès l'école maternelle, à l'école primaire jusqu'à l'université, à créer des citoyens entiers. Que les familles jouent leur rôle, que les églises jouent leur rôle. Il n'est pas acceptable que quelqu'un qui détourne de l'argent, il vient à l'église, vous le mettez au premier rang parce qu'il a beaucoup d'argent en poche.
Il n'est pas normal que dans notre culture, quelqu'un qui détourne l'argent, on le traite de président. Et on court derrière lui, on l'acclame. Toute la question, c'est que la vérité doit être à mesure de pouvoir tirer la sonnette d'alarme des gens qui accèdent au rang et à la dignité pour dire « les gens me regardent ». Mais tout ça doit se faire en respectant la dignité des uns et des autres. Surtout, ne jamais dire des choses dont vous n'avez pas d'épreuves. Ouais. Dans chaque métier, il y a une déontologie. Donc, c'est des valeurs morales sur lesquelles le métier a été bâti, parce que le métier a été mis en place pour rendre service, comme vous l'avez dit. Y a-t-il une déontologie citoyenne? Y a-t-il une déontologie pour être citoyen dans un État? Y a-t-il une voie? Peut-on, avec vous, réclamer que nous ayons aussi une déontologie citoyenne? Ça signifie, le fait simplement d'avoir des droits ne suffit pas. Il faut aussi regarder son devoir. Nous allons nous poser cette question-là de la citoyenneté. Nos citoyens, comment on fait pour élever leur déontologie citoyenne? Il y a un pays que je visite de manière assez régulière, il s'appelle la Norvège. Oui. Pays essentiellement protestant, et protestant dans le sang, dans le comportement et dans le niveau de vie. C'est le pays le moins corrompu du monde, c'est le pays le plus riche du monde par tête d'habitants. Ça va ensemble. Le plus stable aussi. Le plus stable. Et l'indice du bonheur est le plus élevé du monde. À côté de lui, le Danemark, la Finlande, la Suède, qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Le monde entier apprend d'eux. En matière d'environnement, c'est les champions du monde. Ils réussissent en tout. Simplement parce que? Parce que l'intégrité morale, les valeurs sont au cœur de la société. Lorsque vous êtes un pays corrompu, lorsque vous êtes un pays qui ne se fait pas confiance, lorsque vous êtes un pays où les valeurs n'existent pas ou ne sont même pas définies, tout devient possible. Il est important qu'on se batte pour construire au cœur de ce continent un pays qui marche pour tout le monde. Un pays qui donne des opportunités à ses enfants, mais également à ses voisins. Un pays qui joue son rôle de nœud de l'économie du continent. Regardez notre pays sur une carte de la géographie. Vous vous rendez bien compte que nous avons une mission géopolitique et géostratégique. Et on ne peut pas se perdre dans des diatribes complètement inutiles. Il faudrait qu'on se rende compte et qu'on réalise que la grandeur est dans l'unité. La grandeur n'est pas dans la solitude. Et je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à s'accepter, à se parler avec dignité, à s'aimer, à faire des choses ensemble. Vous avez un commentaire? Pour moi, personnellement, je vais dire que je soutiens un peu ce qu'il a dit parce que j'ai connu la Norvège en allant jouer au handball là-bas. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est vraiment... c'est exact. Voilà. Aujourd'hui, je peux définir en disant que l'intégrité morale soutient la citoyenneté par l'extérieur. Quand tu as une intégrité morale stable, tu es un bon citoyen aussi pour ton pays. C'est pour cela, aujourd'hui, nous parlons beaucoup, nous donnons aussi l'accès à l'extérieur de critiquer notre pays. Parce qu'ils disent toujours l'ennemi de l'Africain, c'est lui-même l'Africain. Aujourd'hui, pour protéger votre maison, il faut apprendre à fermer votre porte quand il faut traiter les histoires intérieures. Notre porte de notre pays est ouverte. La porte est ouverte. Et permettez-moi, mon cher frère, ce qu'il dit est tellement pertinent qu'un jour, je donnais cours à l'université en face, à Brazzaville, et quelqu'un me pose la question 5 fois de suite, vous venez du Zaïre, du Congo? Je dis oui, je viens du Congo. Elle n'y croyait pas. Vous savez, ce qu'elle connaît du Congo, c'est ce que la télévision Molière montre. Oui. Et elle avait l'impression que c'était ça le Congo. Oui. Et que quelqu'un comme moi, là-bas, en train de donner cours... C'était un non-sens. C'était un non-sens. Oui. Voilà. Et donc, ce qu'il dit est très important. Faisons attention sur ce que nous mettons sur la place publique. Fermons la porte. Continuez. Voilà. Oui. Moi, personnellement, j'ai passé 26 ans à l'extérieur. Mais de l'extérieur, je vois mon pays vraiment plus grand que tous les pays que je suis passé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a remis dans mon pays, c'est que je vois l'expansion. Mon pays est en pleine expansion. Quelles que soient les alarmes de gauche à droite, par-ci, par-là, mon pays est en pleine expansion. Il y a l'émergence qui toque à la porte de mon pays. Mais nous-mêmes, on ne voit pas ça. Étant à l'intérieur, on ne voit pas ça.
Parce que vous savez, là où il y a la lumière, l'obscurité se bat pour éteindre la lumière. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais si nous-mêmes, le peuple, parce qu'on a toujours dit que la voix du peuple est la voix de Dieu, si nous-mêmes, le peuple, on critique le pays dans tous les coins, mais Dieu ne viendra pas. Il nous regarde d'abord. Quand nous allons nous taire, c'est là où il va agir. Et pourtant, Dieu sait que ce pays-là est vraiment béni. C'est un grand pays. Maintenant, aujourd'hui, il vient de parler, M. Kitenge, sur le point de Brazzaville. Moi, j'ai vécu à Brazzaville, je suis à Brazzaville depuis 2005. Même moi, ils n'ont jamais cru que je suis d'ici. Quand je passe quelque part, je dis la vérité sur ma nationalité, ils ne me croient jamais. Que ce soit mes collègues aux grands travaux, partout, ils ne me croient jamais. Parce qu'ils me disent que je suis différent du Zaïrois. Et pourtant... J'ai dit, qui est Zaïrois? Or que c'est du faux ce qu'eux ils voient. L'apparence est trompeuse. Mais nous leur servons la saleté. Si sur un aujourd'hui, plateau d'or. aujourd'hui le Congo-Brazzaville est Congo-Brazzaville grâce à nous. Les premiers architectes qui sont rentrés là-bas, qui ont conçu les villas, les immeubles, c'est nous. Et après, quand ils ont vu la grandeur de ce domaine-là, ils ont commencé à former aussi beaucoup d'architectes. Parlons d'abord sur la municipalité accélérée à Brazzaville. Ils ont conçu un type de plan, de mairies, de sous-préfectures, partout sur l'étendue du Congo. Le même type. Mais moi, j'ai dit non. Vous allez concevoir un type de plan à Brazzaville, ce n'est pas le même type que vous allez concevoir à Djambala, ou à Lekana, ou à Oyo. Parce que l'architecture, on dépend d'abord de l'environnement. On conçoit quelque chose par rapport à l'environnement. La forme géométrique, la beauté, tout ça dépend de l'environnement qu'on trouve là-bas. Et je me suis un peu imposé et on a changé beaucoup de choses. Et quand ils voient tout ça, ils ne croient pas que je suis Congolais. Et pourtant, des intègres comme vous l'êtes, il y a des milliers de Congolais. Absolument. Nous sommes extrêmement nombreux Congolais qui avons foi dans notre pays et qui ont la compétence. Vous venez de le démontrer ici. Et alors, comment rétablir cette confiance? Et c'est la dernière question que je vous pose. Comment les Congolais peuvent rétablir la confiance en eux-mêmes, mais aussi la confiance entre eux? Parce que quand nous voyons les diatribes, quand nous voyons les insultes, aujourd'hui, c'est que les Congolais n'ont plus confiance en eux-mêmes. Comment rétablir la confiance? On commence par vous et on termine par Al-Kitenge. Bon, pour rétablir, parce que il y avait déjà une confiance qu'on a bafouée. Oui. Pour rétablir cette confiance, il faut que ça commence par notre papa. Parce que dans une maison, c'est le papa qui est le chef de famille. C'est le papa qui voit tout. C'est le papa qui connaît tout. C'est le papa qui règle tout. C'est notre papa qui doit regarder tous ses enfants, toute cette famille. Et il saura comment réorganiser cette confiance. Aujourd'hui, nous pouvons crier sur les toits, partout, qu'il faut faire ceci, il faut changer. Moi, personnellement, j'ai des projets que je veux proposer. Par exemple, sur le développement de routes, de rues, que nous avons fait à Brazzaville. Aujourd'hui, M. Kitenge connaît bien Brazzaville. Partout, toutes les routes sont couvertes. Elles sont propres. Et sont propres. Il y a des sociétés qui commencent à travailler à minuit jusqu'à 6 heures pour enlever toute la salubrité. La même chose que j'ai vu à Dubaï. Parce que j'ai vécu aussi 4 ans à Dubaï pour une formation de spécialité en logiciels architecturaux. Et aujourd'hui, Brazzaville est très propre. Brazzaville est développé sur les rues et tout. Mais ce même projet, nous sommes vraiment disposés à le faire aussi. Parce que si Brazzaville se développe aujourd'hui, il reçoit les images, les projections d'ici. C'est-à-dire, nous, il y a par exemple le système que nous avons fait de l'autre côté pour les petites rues, les mettre en pavé. J'ai vu ça au Maroc, j'ai vu ça en France, j'ai vu ça en Belgique. C'est 10 fois moins cher que le bitumage, c'est 10 fois moins cher que le bétonnage de la rue.
C'est juste compacter le sable, au moins 3 couches de sable, et puis poser les pavés. C'est tout. Mais tout ça, nous avons ça. Tout ça, nous avons appris à l'extérieur. Mais qu'on nous donne au moins l'espace pour proposer ça à ceux qui sont habilités à... Votre message est passé, M. Toumba Kalonji. Nous terminons par la confiance. Comment nous faisons? Mon point de vue est très simple. La première des choses, c'est la transparence totale. Tout ce qui est public doit rester public. Nous devons faire ce qu'on appelle la gouvernance ouverte. Et pour y arriver, une des choses qu'il faut vraiment faire, c'est de rendre l'information disponible. Et donc, il faut digitaliser. Ça permettrait que tout le monde soit à égale distance de l'information. La deuxième des choses, il faut qu'on apprenne à célébrer nos petites victoires. Quand quelque chose va bien, que l'on soit heureux, qu'on montre clairement que le pays est fier de l'être. Ça évitera que les seules fois où on se parle, c'est pour s'insulter. Parce qu'il y a une jalousie publique. Malheureusement. Je ne voulais pas utiliser le mot, mais ce que vous dites non, est il faut exact. dire la vérité en face. Elle est exacte. Et donc, célébrer nos victoires, et nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de petites victoires que nous pouvons célébrer. Et je crois aussi qu'une dernière des choses, c'est que nous apprenions les uns des autres. Je ne peux pas comprendre que quand vous êtes à Goma pour aller à Bukavu, vous êtes sur un bateau qui ressemble à n'importe quel bateau dans le monde, mais quand vous êtes sur le fleuve Congo, même un fou devrait refuser de monter sur les bateaux que nous utilisons pour Merci à M. Ntoumba, merci à M. Kitenge, merci aussi à vous, amis téléspectateurs. Vous avez été présents à cette émission. Nous avions le souci de nous poser la question, l'intégrité et le développement, comment conjuguer ces deux concepts. Et ce soir, nous en avons trouvé des passerelles. Je voudrais donc vous dire merci. Merci surtout de soutenir Chemin Critique, parce que le chemin de l'intégrité, c'est le chemin par lequel nous laissons des traces dans le monde. Donc, un développement non obtenu par l'intégrité, c'est un développement qui ne laisse pas de traces. Vous devenez en fait l'ombre de vous-même. J'ai été donc content et j'espère que nous allons retrouver nos deux invités dans une autre émission. Je vous sens déjà demandeurs parce qu'ils n'ont pas tout dit. Je voudrais féliciter M. Ntoumba d'être venu dans son pays. Et ceux qui nous suivent, il faut toujours capitaliser les personnes qui ont des ressources et qui viennent pour le pays. J'ai retenu un mot, notre pays est en pleine expansion. Peut-être il faut aujourd'hui commencer à le voir. Au revoir et c'est la fin de Chemin Critique. À la prochaine.